Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricole que nous examinons aujourd'hui répond à une attente forte du monde agricole. Il s'inscrit à la fois dans le prolongement direct des mesures qui ont été prises au premier semestre 2024 par le Premier ministre Gabriel Attal, de la loi d'orientation agricole que nous avons examinée l'année dernière, qu'il vient à la fois compléter et rendre opérationnel pour un certain nombre de dispositions. Il essaie également d'apporter des réponses concrètes aux revendications légitimes du monde agricole exprimées en fin d'année dernière. Le texte comporte 23 articles. Notre commission est saisie au fond de 16 d'entre eux, donc les articles 1 à 4 qui forment le titre 1 et 2, les articles 11 à 13 qui visent la préservation des terres agricoles, 15 à 23 qui couvrent la résilience sanitaire, la simplification des normes applicables aux élevages, la lutte contre les vols sur les exploitations, le renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur pour protéger leurs revenus et l'encadrement des recours abusifs. Reste en dehors de notre saisine, comme l'a précisé tout à l'heure le Président, les articles 5 à 10 et l'article 14 relatif au statut de l'eau. Je présenterai successivement les 20 articles que nous aurons à examiner. Je m'exprimerai à la fois sur les articles que j'ai l'honneur de rapporter et sur ceux de mon collègue Julien Dive, qui est retenu exceptionnellement en circonscription cet après-midi, qui donc m'a chargé de faire le travail pour deux, ce que je fais avec plaisir. L'article 1er vise à apporter une traduction opérationnelle aux conférences de la souveraineté agricole lancées par la ministre en décembre dernier. Elle permet la création de projets d'avenir agricole initiés et portés par les acteurs économiques des territoires et bénéficiant d'un accompagnement prioritaire, notamment financier, par l'État et les collectivités. Afin de garantir leur efficacité et leur proximité avec le terrain, ces projets d'avenir sont supervisés par des comités de pilotage régionaux coprésidés par le préfet de région et le président du conseil régional. Ces comités permettront ainsi de coordonner l'action des deux maillons essentiels que sont l'État au titre des grandes orientations nationales de la politique agricole et la région qui dispose de la compétence en matière d'action économique depuis la loi NOTRe. Deux questions me semblent particulièrement importantes à traiter, Madame la Ministre, pour nous assurer de l'opérationnalité de la mesure. La première concerne les moyens financiers mobilisés au service des projets d'avenir alors que nous faisons face à des défis majeurs en termes de renforcement de nos souverainetés alimentaires dans certaines filières. Et la seconde interrogation concerne l'insertion des projets d'avenir dans l'architecture existante en matière de planification territoriale et plus particulièrement le lien pourrait être fait entre les projets d'avenir et les projets alimentaires territoriaux qui fonctionnent bien dans mon département du Gers, par exemple, afin de développer l'approvisionnement des filières via les circuits courts. Le titre 2 du projet comprend 3 articles tendant à mieux protéger les agriculteurs contre les concurrences déloyales. L'article 2 vise à mieux lutter contre la mise sur le marché de denrées alimentaires issues de l'extérieur de l'Union européenne et intégrant des produits traités dans leur pays d'origine avec des substances interdites dans l'Union européenne. Nous touchons là, en somme, à la problématique des clauses miroirs. Je rappelle qu'il s'agit d'une problématique majeure pour nos agriculteurs, existentielle, morale même, qui font face à la concurrence de produits importés qui ne respectent parfois pas les standards de production rigoureux qui prévalent en France. Ce qui est en train d'être dit ici devrait nous inquiéter. On interdit certaines substances aux agriculteurs français parce qu'elles sont jugées dangereuses. Mais dans le même temps, ces produits peuvent entrer sur notre territoire, par le biais des importations. Donc concrètement, ce qui est considéré comme dangereux ici peut quand même se retrouver dans ce que l'on consomme. On parle notamment de viande traitée avec des hormones de croissance, interdites en Europe, mais déjà retrouvées sur le marché. Je sais que vous êtes sensible à cette préoccupation, Madame la Ministre, puisque vous avez publié en janvier dernier un arrêté visant à interdire l'importation de tous les produits traités avec 5 substances interdites dans l'Union européenne. La principale innovation de l'article se situe dans l'obligation qu'aura le ministre chargé d'agriculture d'agir ou de se justifier. En effet, à défaut de suspension des importations, le ministre devra se justifier au moyen d'un rapport annuel qui sera rendu public de chacune des fois où il n'aura pas fait exercice de ses prérogatives. L'avancée que représente l'article doit être saluée. Des interrogations demeurent toutefois concernant les produits alimentaires traités par des substances certes interdites en France,
mais indétectables, quasi indétectables dans le produit importé. On peut citer en particulier les hormones et antibiotiques promoteurs de croissance qui posent un réel problème de dépistage. La Commission européenne a elle-même reconnu en février que de la viande bovine brésilienne issue d'animaux traités avec une hormone de croissance interdite dans l'Union européenne avait circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025. Et le plus troublant, c'est que certains de ces traitements sont très difficiles à détecter. Ça signifie que même avec des contrôles, tout ne peut pas être identifié. Pendant ce temps, les agriculteurs français doivent respecter des règles strictes, alors qu'ils sont mis en concurrence avec des produits qui ne les respectent pas. Et ça pose un double problème, pour eux, mais aussi pour nous. Quels sont, Madame la Ministre, les moyens d'action dont nous disposons pour remédier à cette concurrence déloyale pour les agriculteurs et nocive pour les consommateurs? Vous avez parlé de votre brigade, peut-être pouvez-vous rentrer un peu plus dans le détail. L'article 3 habilite le gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de 12 mois les mesures relevant du domaine de la loi en vue de renforcer et d'améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé animale et de protection des végétaux. Je comprends qu'il s'agit à la fois de créer la nouvelle brigade nationale de contrôle des denrées importées et de finaliser par la même occasion dans la loi le transfert de compétences opéré au profit du ministère de l'Agriculture à partir de 2022 avec la police sanitaire unique. S'agissant de la brigade, Madame la Ministre, pouvez-vous nous donner plus de renseignements sur l'avancée qu'elle doit représenter, ainsi que des détails sur son organisation en termes d'effectifs, de localisation, de moyens d'intervention, en particulier peut-être en Europe? J'en viens à l'article 4 qui comporte deux dispositions principales. La première est la plus emblématique. Il s'agit de la préférence européenne dans la restauration collective publique. L'article pose en effet le principe selon lequel tous les produits achetés par les restaurants collectifs publics, qu'ils soient gérés par une entité nationale ou locale, devront désormais être issus de l'Union européenne. L'objectif est de renforcer encore le rôle de la restauration collective dans le renforcement de notre souveraineté alimentaire. Il s'agit d'un tournant majeur au regard du volume encore important d'approvisionnement extra-européen dans la restauration collective, et ce, en dépit, il faut le souligner, d'une certaine exemplarité du secteur en la matière par rapport au reste de la restauration hors domicile. L'article prévoit évidemment une exception à la préférence européenne chaque fois que pour un produit, la production européenne n'est pas disponible dans les quantités demandées. Cela concerne notamment une majorité de fruits exotiques. Parce qu'au final, on parle de ce que l'on met dans nos assiettes. Et aujourd'hui, il est impossible d'imposer clairement du 100% français, à cause des règles européennes. Donc on demande des efforts à nos producteurs, sans pouvoir garantir les mêmes exigences, pour ce que l'on importe. Et c'est là que le problème dépasse largement l'agriculture. Il devient une question de confiance et de sécurité. On peut aussi rebondir sur la remarque qui a été faite sur la production française, se souvenir que les marchés publics ont des obligations en matière de commande verte, le verdissement de la commande publique qui date de la loi climat et résilience, qui peut aider à sélectionner des produits en fonction de leur provenance. Les professionnels s'interrogent toutefois sur le périmètre précis de cette exception au regard des différents niveaux d'intensité que peut revêtir en pratique la notion, je cite, d'absence d'offre dans les quantités demandées. L'inquiétude porte plus particulièrement sur les produits pour lesquels il existe une offre européenne potentiellement substituable, mais bien plus coûteuse ou dont l'approvisionnement ne paraît pas certain. Cela pourrait concerner par exemple le riz, les légumineuses, l'agneau ou encore l'ananas. Ainsi, pouvez-vous nous renseigner, Madame la Ministre, sur votre lecture de cette exception pour absence d'offres dans les quantités demandées? Je cite la loi et sur le vecteur juridique qui sera utilisé pour préciser aux professionnels les produits faisant l'objet de cette exception. Le second volet de l'article 4 vise à instaurer une nouvelle obligation de transparence à la charge des grands acteurs de la distribution alimentaire, du commerce de gros alimentaire et de la restauration commerciale qui devront, d'ici au 1er janvier 2030, déclarer la part des produits durables et de qualité